Bonjour tout le monde, bienvenue aux Capsules économiques. Je me présente Valérie Bruno. Aujourd'hui, je vais tenter de démystifier avec vous un indicateur bien connu, mais peu expliqué, le produit intérieur brut, donc le PIB. Prenez note que bien que le PIB est une mesure universelle, dans le contexte de cette vidéo, je vais utiliser les fonctionnalités canadiennes, le PIB canadien. Pour débuter, il faut savoir que c'est un indicateur qui mesure la richesse d'un pays. La richesse produite au sein d'un pays. Donc, il mesure donc la valeur de tous les biens et services finaux produits en sol canadien, que ce soit par des firmes canadiennes ou par des firmes étrangères. Donc, évidemment, là, calculer tout ce qui se produit, ce n'est pas simple. C'est Statistique Canada, donc l'organisme national de la statistique au pays, qui va mesurer, calculer le PIB par trois approches différentes. Donc, rapidement, l'approche par les dépenses, par les revenus, ainsi que la valeur ajoutée. Nous irons un petit peu plus loin dans la seconde partie de notre vidéo. Maintenant que je vous ai présenté quelques définitions, à quoi sert le PIB? Quelle est son utilité? Pourquoi on mesure justement la production au sein d'une nation? Okay? C'est que la production va nous permettre de dresser le portrait de l'activité économique générale du pays. Okay? Il apparaît un graphique. Il représente la variation du PIB. La variation va être un taux de croissance, donc le taux de croissance de l'économie, qui est un pourcentage que l'on va calculer. À partir justement de ces variations-là, vous observez qu'il y a des sommets ainsi que des points beaucoup plus creux. Ce sont les cycles économiques. Alors, les cycles économiques dont vous entendez parler, la récession, l'expansion, le sommet. Alors, pour calculer justement et vous mentionner ces éléments, il faut connaître la variation du PIB, plus précisément le PIB réel, une notion que l'on verra tout à l'heure. Pour conclure cette introduction, sachez que le PIB a été élaboré lors de la Grande Dépression. Ainsi, le contexte socio-économique n'était pas du tout le même que présentement. Ainsi, de nos jours, il y a de nombreuses critiques, limites que nous survolerons dans la seconde partie en lien avec l'indicateur produit intérieur brut. Suivez-moi. Voilà, rendu à la seconde partie de la vidéo. Alors, nous allons débuter avec les approches pour mesurer le PIB de Statistique Canada. La première approche que je vais voir avec vous, c'est l'approche par les dépenses. C'est l'approche la plus utilisée des trois méthodes nommées en introduction, donc dépenses, revenus, ainsi que la valeur ajoutée. Alors, l'approche fondée sur les dépenses, on fait la somme, donc l'addition des dépenses effectuées par chacun des agents économiques que vous voyez apparaître sur ma gauche. Attention, il ne faut pas faire de double comptage. Donc, les biens et les services doivent être finaux. Donc, ce ne sont pas des biens intermédiaires qui seront retransformés pour une revente ultérieure. Donc, des biens finaux qui seront calculés au prix du marché. Donc, vous avez appris l'offre, la demande et les libres marchés, donc le prix que l'on paie sur une période donnée. Voici une courte présentation justement de cette méthode, la plus connue et la plus utilisée des trois. Bonne écoute. De retour, nous avons vu comment on représente des données. Il ne faut pas en avoir peur, hein? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes que nécessairement c'est compliqué. On s'intéresse entre autres évidemment à la valeur en bas, donc la valeur dans ce cas-ci qui était au prix du marché. Puis
Le prochain thème vous expliquera la différence entre au prix de marché, nominal et réel. Mais avant d'en arriver là, sachez que l'Institut de la statistique du Québec présente aussi les données du PIB et vous pouvez les avoir par secteur ainsi que par province, etc. Vous pouvez aller chercher davantage d'informations que ce que je vous ai présenté, là, selon vos besoins. Il y avait aussi 2 autres méthodes de calcul du PIB. Je les oublie pas tout de même. Alors, la méthode par les revenus, qui est l'opposé revenus-dépenses. Alors, par les revenus, on agrège l'ensemble des revenus. Des particuliers, des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, les revenus de placement, l'augmentation de la valeur des stocks et les impôts, et que nous aimons les impôts. Hein? Alors, à la suite, on va soustraire à la toute fin là, les subventions. Donc, petite définition générale de l'approche par les revenus. Mais je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Par contre, il faut la mentionner, parce que lorsque nous entendons parler du PIB dans les médias, on nous présente généralement un seul chiffre, non pas 2 ou 3 valeurs. Celui-ci est obtenu à la suite d'un rapprochement entre le PIB par les dépenses et le PIB par les revenus. Donc, c'est important de calculer les 2 méthodes. Et le calcul par la valeur ajoutée, quant à lui, fort important, même si je ne le vois pas, mais est utilisé davantage pour calculer les PIB sectoriels, donc par industrie. Alors, dans ce cas-ci, on ne cherche pas une industrie en particulier, mais si c'était le cas, la valeur ajoutée pourrait peut-être être davantage intéressante pour mes recherches. Attaquons maintenant une notion un peu plus mathématique, que je ne ferai pas dans un volet mathématique ici. Je vais laisser ça pour un prochain thème, là, quand nous parlerons de l'inflation, dans une autre vidéo. Okay? Toutefois, je veux que vous compreniez la différence entre un PIB nominal et un PIB réel. Alors, on se rappelle, le PIB mesure la production d'un pays. Par contre, on prend une valeur marchande. Donc, assurément, si les prix des produits augmentent, bien, mon PIB va faire quoi? Il va augmenter parce qu'on prend le prix du marché. Donc, prenons un petit exemple avec des citrons à côté de moi ici. Alors, si je vais au marché, je mets dans mon petit panier 4 citrons. Les 4 citrons me coûtent 1 $ chaque. J'arrive donc à la caisse, j'ai un total pour la lettre CM de mon PIB par les dépenses de 4 $, avec une production de 4 unités. Jusque-là, je suis en dollars courants que l'on appelle, et il s'agit dans ce cas-ci d'un PIB dit nominal. Maintenant, un trimestre plus tard, je retourne acheter 4 citrons encore une fois. Je mets dans mon petit panier mes 4 citrons, mais oh là, les citrons sont maintenant 1,25 $. J'arrive à la caisse, j'ai maintenant un nouveau total de 5 $. Mais je vous pose la question, est-ce que j'ai produit plus de citrons entre les 2 périodes? Votre réponse devrait être non, 4 citrons, et j'ai encore 4 citrons. Pourquoi alors le total passerait de 4 $ à 5 $, 5 étant la 4 fois 1,25 $? Parce qu'il s'agit d'un PIB nominal dans les 2 cas. Le PIB nominal est influencé par la hausse et la baisse des prix. Ce qui ne nous intéresse pas. Nous préférons avoir ce qu'on appelle un PIB réel qui va se donner en dollars constants. Pour obtenir ça, il faut faire un petit exercice qui peut vous paraître plus complexe, mais c'est de tout mettre les prix sur une même période, sur une même année, comme une période de référence. Donc, par exemple, les citrons. Pour tous les futures fois où je vais acheter les citrons, je vais toujours les remettre à une valeur fixe de 1 $, qui serait la période de référence. Et à partir de ce moment-là, si on fait l'exercice ensemble, dans la période 2, prenons les citrons d'1,25 $, remettons-les à 1 $. Je vais trouver quelle valeur de PIB? 4 fois 1 $, je retrouve mon fameux 4 $ initial et je me rends compte que je n'ai pas produit plus de citrons au sein de mon économie. Donc, c'est ce qu'on souhaite, c'est de connaître le PIB réel de notre économie, donc un PIB qui n'est pas teinté de la variation des prix. Maintenant que vous avez acquis plein de nouvelles notions, voici une petite question pour vous. Alors, avez-vous trouvé la réponse à ma question? La réponse est non. Okay? Il faut savoir que les débats sur les limites du PIB là, ne sont pas marginaux. Okay? Par exemple, des inondations, de la crue des eaux au Québec va créer la même activité économique que la construction d'un logement social et durable, alors qu'un des deux est nettement plus souhaitable que l'autre d'un point de vue social.
Okay? De plus, le PIB va ignorer un grand nombre d'éléments tels que le bénévolat, l'espérance de vie, l'environnement, les marchés noirs. Okay? Tous des éléments qui vont avoir un impact direct sur le bien-être finalement des citoyens. Okay? Donc, le problème essentiel du produit intérieur brut et de sa croissance, ce n'est pas ce qu'il mesure. Il mesure la production, mais plutôt ce qu'il ne mesurera pas. Ainsi, deux économistes, le prix Nobel, donc Joseph Stiglitz et Amartya Sen, se sont penchés justement sur la question afin de recommander des indicateurs susceptibles de mieux refléter justement le progrès réel des sociétés. Je vous invite à regarder justement leurs conclusions. Dans la lignée de ces conclusions, vous pouvez utiliser le PIB divisé par le nombre d'habitants, mais aussi quelques indicateurs qui apparaissent derrière moi qui pourront vous être utiles pour compléter vos recherches et contrebalancer finalement le PIB. En conclusion de tout ça, donc le PIB demeure un indicateur fortement utilisé, que ce soit pour la planification des budgets gouvernementaux ou encore pour évaluer le poids de la dette publique ou simplement la production nationale. Donc, il indique le niveau de production réelle d'une économie duquel découlera les cycles économiques, mais ne doit toutefois pas être utilisé pour mesurer le bien-être et la qualité de vie. Merci.